Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce deuxième épisode de la saison 2 des Mercredis de l'export. Je me présente, je suis Hicham Radouane, le cofondateur de Connectinov, structure d'accompagnement 100% health tech entre Tunis et Marseille. Et je suis ravi aujourd'hui d'être le modérateur de ce beau panel pour l'heure qui vient à peu près. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot sur le programme qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, Expand Africa, c'est un programme qui a été lancé par Connectinov dans le cadre du programme PAWEFL. Le programme PAWEFL est un programme financé par l'AFD, mis en œuvre par Expertise France, qui a pour objectif et pour ambition d'aider les startups et les PME tunisiennes à s'implanter durablement sur les marchés africains et à se développer sur ce marché qui est très porteur, qui peut être très porteur pour elles. Donc, on a eu un premier focus sur les deux pays que sont le Sénégal et la Mauritanie pour cette première édition. Et on espère pouvoir développer sur d'autres éditions, d'autres pays pour regarder plus vers notre beau continent, l'Afrique, et qui présente beaucoup d'opportunités pour nos entreprises. Alors, pour partager leur expérience aujourd'hui et leurs conseils aussi, j'espère, nous avons 3 experts au profil complémentaire qui ont accepté de nous rejoindre aujourd'hui, et je tiens vivement à les remercier pour leur disponibilité et le temps qu'ils vont passer avec nous pendant cette heure, et pour leur engagement aussi pour l'export vers le continent africain. Je vais leur passer la parole un après l'autre, et je vais commencer peut-être par Nora. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup en tout cas pour l'organisation de ce webinaire et votre invitation. Donc, je suis Nora Edouni, responsable développement export sur la zone MENA, Turquie et Asie centrale, au sein de la direction export de BPI France. Et j'ai notamment comme rôle de devoir accompagner les entreprises vers leur expansion à l'international. Et nous sommes une équipe qui est notamment basée entre Casablanca, Dubaï et Paris. Très bien, merci beaucoup Nora. Du coup, je passe la parole à Omar, à Casa, au Maroc. Bonjour à toutes et à tous. Merci Hicham pour l'invitation à ce panel super intéressant. Donc moi, je suis Omar Amrani. Je suis dans l'écosystème d'accompagnement des startups depuis une dizaine d'années. J'ai été moi-même ancien entrepreneur et aujourd'hui, je suis consultant justement pour différentes, voilà, notamment pour la Startup Station, qui est donc un incubateur accélérateur de startups. Et évidemment, on aide les startups à scaler leur business, leurs solutions à travers, voilà, à l'échelle du continent, à l'échelle du pays. Et voilà, j'ai moi-même pas mal, voilà, mentoré. Je suis aussi dans l'opérationnel, pas uniquement dans le stratégique. Donc, j'ai un bon feedback à partager avec vous justement sur les startups voilà, qui ont de belles success stories marocaines et aussi les entreprises qui s'installent ici au Maroc. Donc, voilà, ravi d'être avec vous. Merci. Excellent, excellent, merci Omar. Je passe la parole au troisième panéliste, si Mohamed. Bonjour à tous. Yatikum Saha pour cette opportunité. Mohamed Ben Hamid, je suis conseiller en exportation, agréé par le ministère du Commerce et Développement de l'exportation. Je suis également expert en e-santé, CEO de docteur.com, une plateforme de télémédecine. Et j'accompagne aussi des projets hospitaliers Tunis et en Afrique. Voilà. Très bien, excellent. Donc, beaucoup de profils complémentaires, effectivement, et j'espère beaucoup de conseils pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui veulent regarder vers le marché africain et vers le développement de leur marché sur le continent africain. OK, on va commencer peut-être par un premier axe sur comment comprendre son marché avant d'exporter, ou qu'est-ce qu'on doit faire avant d'attaquer un marché. Je pense qu'on entend souvent que exporter, c'est une question de courage, mais c'est plutôt et principalement une question de préparation, j'imagine. Donc, la toute première étape, avant même d'engager un budget, devrait vraiment être comprendre le marché sur lequel on devrait se positionner ou on envisage de se positionner. Je vais commencer par Omar. Justement, l'expérience pratique de Omar peut nous aider énormément sur ce sujet-là. Selon ton expérience, comment une startup ou une PME peut analyser le comportement et les besoins des utilisateurs dans un nouveau marché africain afin de décider si on y va ou pas? Déjà, c'est la première, je pense, la première question à se poser. Comment elle peut faire? Très bien, merci Hicham pour la question. Alors effectivement, lorsqu'il y a voilà, la possibilité de se développer à l'international, la première chose qu'on fait évidemment, c'est de voir l'analyse macroéconomique du pays qui nous intéresse.
voir un petit peu justement les indicateurs les plus importants. Mais ça, c'est classique. Mais ce que je veux vraiment mettre vraiment le focus dessus pour les personnes, les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est l'analyse comportementale. Donc, en fait, euh, on a la chance que les réseaux sociaux, ben, les gens, ils communiquent beaucoup et ils communiquent aussi leur frustration et leurs souhaits, etc. Et donc, il faut vraiment voir à ce niveau-là comment se comportent les utilisateurs sur les réseaux sociaux par rapport à la problématique que les startups et les entreprises résolvent. Et il y a aujourd'hui plein d'outils. Avant, c'était un peu difficile. Maintenant, avec l'IA, on est capable de faire du social listening beaucoup plus facilement et de faire remonter justement ces frustrations locales de ces utilisateurs et voir s'il y a des liens avec ces frustrations sur lesquelles nous, on a répondu avec notre solution localement. Donc ça, c'est super important. Deuxième chose qu'ont les startups en général, c'est carrément commencer à entrer en contact avec ces users, ces utilisateurs-là, en créant par exemple des groupes WhatsApp, un groupe Facebook. Enfin, il y a différents outils aujourd'hui pour entrer en communication avec eux et pour commencer à voir s'il y a vraiment une communauté qui est prête à discuter, est-ce que le problème est vraiment important, urgent. Et dépendamment évidemment de votre capacité à entrer en contact avec ces communautés d'utilisateurs, ben, ça va permettre justement de confirmer certaines hypothèses que vous avez, ou au contraire, commencer déjà à imaginer ou à comprendre comment on va adapter le produit ou le business model ou les partenaires, etc. Mais ça, on reviendra plus tard dessus. Mais c'est vraiment ça que je voulais dire, c'est important vraiment de leverage tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, les études aussi qui ont été faites, mais c'est vraiment le comportement, c'est l'aspect émotionnel, comportemental, etc., qui est important. Et peut-être, ouais, je pense qu'on aura l'occasion de donner d'autres exemples. Je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais en tout cas, voilà, si un takeaway pour moi, c'est vraiment social listening, créer peut-être avant même d'aller sur le pays, voir un petit peu comment on peut entrer en contact avec les communautés d'utilisateurs. Voilà. Très bien, parfait. C'est très clair et c'est très instructif. Il y a d'autres aspects peut-être un peu plus macro. Tu as rapidement évoqué la partie macro, mais si Mohamed, peut-être c'est vous qui êtes bien placé pour répondre à cette question-là. Il y a certains aspects parfois qui sont très importants et notamment sur la partie health tech ou la partie e-santé en particulier en ce qui vous concerne. La partie réglementaire, par exemple, peut être un élément très important à étudier avant même d'envisager de se positionner sur un marché. Quelles sont les informations nécessaires réglementaires, infrastructures, peut-être concurrence aussi au niveau macro dans un pays qu'une start-up ou une PME doit absolument collecter avant de se lancer sur un marché? Exactement. Donc, effectivement, donc, surtout dans le domaine de la health tech et notamment dans la e-santé, il faut vraiment vérifier que le pays cible a une réglementation dans le domaine où on veut opérer. Par exemple, en Tunisie, moi je cite l'exemple de docteur.com. On a eu un retard très important de 5 ans parce que les décrets d'application, ils ont mis beaucoup de temps à être mis en place. Donc, dans des pays africains, il y a des pays où il n'y a pas vraiment de la réglementation dans ce domaine, par exemple, de télémédecine. Par contre, dans d'autres, il y a vraiment de la réglementation. Donc, il faut vraiment, justement, sonder le marché et vérifier que les aspects juridiques sont bien là et s'il y a une réglementation ou pas. Donc, pour checker un petit peu qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour s'installer dans ce pays ou pour exporter. Donc, il faut vraiment vérifier les aspects réglementaires. Il y a aussi tout ce qui est aspect études, vérifier un petit peu les études qui ont été faites sur le sujet. Donc, des fois, on trouve de la matière au niveau des sites des ministères de la Santé, ou de l'OMS, ou de la Banque mondiale. Donc, il faut essayer de s'informer sur le marché cible et bien sûr vérifier aussi tout ce qui est infrastructure.
vérifier la connectivité, est-ce que l'infrastructure, elle existe dans les pays cibles ou pas, parce qu'on se lance surtout dans un domaine technologique, donc il faut vraiment vérifier que tout y est pour justement pour commencer un petit peu à aborder le marché avec assurance et bien sûr commencer un petit peu à tester les utilisateurs, à voir un petit peu leur intérêt, leurs besoins pour justement pour éviter de faire du copier-coller parce que des fois les marchés africains, chaque pays c'est un pays à part entière avec une culture différente, avec des traditions différentes. Donc on ne peut pas gérer la Mauritanie comme le Sénégal. Donc il faut vraiment suivre de près un petit peu l'intérêt et les besoins de chaque communauté. Voilà. Très bien, excellent. Donc, une vision macro dans un premier temps sur les aspects réglementaires, infrastructure, peut-être aussi concurrence. Une vision micro avec le social listening tel que Romain l'a précisé. Nora, BPI accompagne énormément d'entreprises à se développer à l'export. Quels sont les critères, d'après vous, que vous avez observés chez les entreprises qui réussissent leur premier pas sur le marché africain en particulier? Comment BPI peut les aider éventuellement à sécuriser ces premiers pas, cette première étape pour se développer sur ces marchés-là? Bien sûr, on constate dans les entreprises qu'on accompagne, celles qui se préparent, qui comprennent leur marché, qui adaptent leur solution à ce nouveau marché, vont forcément, comme sur tout type d'action, réussir une introduction plus facile auprès de leur cible. Et on va aussi constater que des entreprises françaises qui souhaitent faire de l'export, celles qui ont plus de chances de transformation sont celles en fait qui deviennent africaines en s'installant directement dans le pays qu'elles ciblent et d'avoir une proximité avec ses potentiels partenaires sur zone. Et donc, en fait, deuxième critère de réussite, c'est vraiment le réseau, c'est-à-dire à la fois son réseau de prospects, de partenaires, mais aussi son réseau d'accompagnement qui peut à développer son projet. Côté France, on a ce qu'on appelle la Team France Export avec des chambres de commerce, Business France, des conseillers du commerce extérieur et BPI France qui vraiment mettent en place plusieurs solutions pour soutenir et on va dire être un fast-track business pour les entreprises. Donc à la fois avoir ce réseau-là d'accompagnateurs et un réseau professionnel intéressant. Ça peut être aussi un réseau de distributeurs si l'entreprise décide de, pour le moment, pas s'installer dans le pays ciblé, mais de quand même avoir un ancrage de proximité. Donc c'est ce qu'on voit le plus, donc c'est-à-dire adapter sa solution et être plus proche de ses partenaires. Et pour cela, BPI France, justement, accompagne les entreprises en amont de leur phase d'immersion avec des parcours business internationaux qui sont des programmes d'accompagnement de 9 mois où on prépare les entreprises pendant 2 jours, un mois avant leur immersion à se préparer, à comprendre le décryptage économique, sectoriel, les codes interculturels business, pitcher en fonction des interlocuteurs ou du pays qui cible, avoir aussi une préparation juridique, douanière, fiscale pour qu'elles partent avec une boîte à outils complète et anticiper les potentielles limites ou enjeux qu'elle pourrait découvrir sur zone pour ne pas être effrayée, mais au contraire se dire on est prêt à les aborder et on a les outils nécessaires pour les débloquer. Et on a aussi pour les entreprises qui sont moins habituées à l'international, d'autres parcours individuels qui existent, notamment avec le Jack Business International, qui va vraiment faire du tailor-made par entreprise pour leur préparer des missions individuelles en fonction de la maturité de leur niveau à l'international. Et c'est vraiment l'enjeu pour nous, c'est de leur faire comprendre qu'elles peuvent être soutenues et qu'on est là aussi après pendant une période de suivi, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont fait une immersion sur zone, on continue les échanges avec elles pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, voir comment est-ce qu'on peut les appuyer sur des relances auprès de partenaires. On a un réseau BPI France qui est assez étendu auprès d'acteurs, que ce soit institutionnels ou privés, qui sont décisionnaires, donc les mettre en relation avec les bons acteurs. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, nous avons créé un parcours Coupe du Monde 2030 au Maroc avec des mises en relation directement avec l'ONCF, l'ONDA, l'ANEP, qui sont des grands donneurs d'ordre marocains. Et donc, c'est le réseau BPI France qui permet ce fast-track-là et qui permet aux entreprises d'accélérer potentiellement un succès commercial sur zone.
Très bien, parfait. Donc, une sorte de due diligence dans un premier temps, une due diligence marché qui soit rigoureuse, multidimensionnelle peut-être aussi et détaillée, de manière à pouvoir poser un premier pied dans le pays avant même de commencer peut-être à investir et se faire accompagner surtout aussi, notamment par BPI, mais par d'autres structures ou d'autres incubateurs ou accélérateurs locaux qui peuvent aider effectivement à mieux ouvrir le marché. Maintenant, une fois qu'on a décidé d'y aller, on a fait cette due diligence quelque part, on a fait cette étude et on se rend compte de l'intérêt de ce marché-là pour nous, compte tenu des conditions qu'on a trouvées. Comment tester ce marché-là? En fait, tester le marché, c'est une étape peut-être qui permet de passer effectivement de la conviction à la preuve. Comme dit très bien Nora, en fait, il faudra être présent, il faudra être partie prenante de ce pays-là quand on se développe sur ce pays-là. Je vais commencer peut-être par Si Mohamed cette fois. Quelle méthode concrète recommandez-vous pour tester un produit sur un marché? Une fois qu'on a pris la décision que ce marché est bon pour nous, quelles sont les étapes à faire, les pilotes, les MVP, peut-être les enquêtes terrain en avance de phase. On m'a parlé de la communauté tout à l'heure. Comment limiter le risque de l'expansion dans un pays africain? Exactement. Donc, la meilleure stratégie, justement, c'est de commencer petit à petit avec, par exemple, pour une start-up dans le domaine de la health tech, de tester avec un MVP et commencer d'une manière agile à faire un petit peu les adaptations par rapport à ce marché cible. Donc, je pense qu'il faut aussi piloter les opérations et le projet avec des partenaires locaux notamment dans le domaine médical avec des médecins, avec des dirigeants de cliniques, d'hôpitaux, donc avec des patients, bien sûr. Il faut être vraiment à l'écoute pour justement répondre réellement aux besoins et tester un petit peu, sonder le marché et justement faire les adaptations nécessaires. Donc, il faut vraiment aller sur le terrain, se faire accompagner justement, comme vous l'avez bien dit, par des partenaires locaux, par des incubateurs, des accélérateurs locaux aussi, des partenaires qui peuvent bien sûr vous soutenir pour justement écouter le marché et apporter justement les adaptations nécessaires pour déployer la solution. Voilà. Très bien. Quand on lance cette phase de test, généralement, un des freins importants pour les entreprises et les porteurs de projets qui nous écoutent vont forcément comprendre ce point-là, c'est la partie finance, bien évidemment. C'est comment avoir les moyens éventuellement ou comment prendre un risque financier pour pouvoir adresser un nouveau pays. Nora, je crois que BPI propose des solutions de financement et de garantie à l'export qui peuvent éventuellement, qui peuvent aider les entrepreneurs ou les porteurs de projets. Concrètement, comment une PME ou une start-up qui veut attaquer un marché africain peut-elle mobiliser ce genre d'outils pour tester un marché sans trop prendre de risques ou surtout financiers, en fait? Oui, oui, en effet, on a un continuum qui est assez complet pour cela. C'est vraiment le mandat de BPI France en tant que banque publique d'investissement, c'est de soutenir l'internationalisation des entreprises et de partager le risque avec elles, ou du moins de les encourager à aller tester de nouveaux marchés. Et donc, des solutions de financement et de garantie sont mises en place. Pour information, BPI France Assurance Export est l'ancienne Coface publique. Donc, on a des solutions assez historiques comme l'assurance crédit qui sont revenues chez BPI France et qui permettent justement de sécuriser des contrats commerciaux que vous devriez financer entre la France et votre pays cible, de les sécuriser contre des risques de non-paiement ou interruption de contrat jusqu'à 95%. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes face à un de ces litiges, BPI France peut vous rembourser jusqu'à 95% du montant de votre contrat. Donc déjà, c'est une première manière de pouvoir sécuriser ces actions et oser l'international. Et on a une deuxième solution qui est intéressante qui, elle, nécessite un minimum d'1 an d'ancienneté de l'entreprise en France, qui s'appelle l'assurance prospection. C'est une avance de trésorerie que BPI France va faire, qui peut démarrer à partir de 30 000 euros et qui est éligible notamment sur l'ensemble de l'Afrique du Nord et qui est aussi éligible sur le continent en fonction. Vous avez une politique de financement export, une carte qu'on pourra également vous transmettre qui permet de voir où est-ce que BPI France peut vous accompagner à l'international. Et donc, l'avance de trésorerie, ça va être une avance qu'on va vous financer en 2 fois. Vous allez, en amont avec BPI France, fixer un chiffre d'affaires à l'export que vous ciblez à horizon 4 ans ou 5 ans. Et donc, du coup,
BPI France vous finance les 2 premières années cette avance-là, sur la base de votre budget, jusqu'à 65% de votre budget de prospection. Et après ces 2 années, BPI France vous laisse 2 années de franchise, c'est-à-dire qu'on vous laisse 2 années pour vous permettre de générer du chiffre à l'export, de générer de l'activité. Et au bout de ces 4 années, on fait le bilan et on voit si vous avez atteint ou pas le chiffre d'affaires à export ciblé initialement ou pas. Si vous avez atteint ce chiffre d'affaires à l'export, très bonne nouvelle, ça veut dire que votre solution fonctionne, que ce que vous avez planté permet de récolter du chiffre d'affaires à l'export, vous remboursez la totalité de l'avance. Mais si l'objectif n'est pas atteint, vous avez une sorte de partage entre subvention et remboursement, c'est-à-dire que vous allez devoir rembourser en proportionnalité du chiffre d'affaires à l'export que vous avez atteint, et BPI France pourra prendre l'autre partie en subvention. Donc, disons que c'est une solution qui est intéressante parce que ça vous permet de vous dire, j'ai une trésorerie, une avance, je teste ma solution, je fais le maximum. On a BPI France qui vérifie avec vous que tous les facteurs de réussite soient réunis. Et en fonction, si jamais il y a une sorte bon, j'aime pas ce mot, mais d'échec commercial, en tout cas de non-atteinte de l'objectif, BPI France peut partager une partie du financement et prendre en charge une partie de ce financement-là. Et sans être trop longue, on a également d'autres solutions de garantie qui permettent, elles, d'avoir des demandes de caution de préfinancement auprès de banques privées en France pour vous permettre de répondre à des appels d'offres ou si jamais la compte de votre client n'est pas suffisant, vous permettre d'avoir une avance de trésorerie de votre banque privée qui sera garantie par BPI France. Très bien. Effectivement, il y a beaucoup de solutions qui existent pour les entreprises françaises qui veulent exporter vers le marché africain. Maintenant, je vous recommande aussi pour les autres pays, il y a beaucoup d'autres organismes qui ressemblent un peu à ce que fait, qui ressemblent un peu à BPI, qui font un peu qui proposent des solutions similaires ou légèrement similaires à ce que propose BPI. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher. C'est des choses qui existent. C'est important d'avoir ces filets de sécurité-là. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des organismes locaux, nationaux, quand vous êtes une société tunisienne ou une société marocaine. Il y a toujours des choses qui existent. Donc, renseignez-vous sur votre marché local. Si vous n'êtes pas implanté en France et que vous n'adressez pas le marché africain à partir de la France, renseignez-vous auprès de vos organismes nationaux. Je vais passer la parole à Si Mohamed qui a demandé la main. Exactement, justement. Donc, c'est bien que vous avez bien précisé que ce programme de PPI France, il cible les entreprises françaises qui souhaitent exporter en Afrique. Donc, mais ici, on a l'avantage d'avoir aussi le programme Kawefel qui accompagne aussi, qui est accompagné par Expertise France. Et bien sûr, le programme Expand Africa fait partie de ce programme Kawefel qui encourage les startups et les PME tunisiennes à exporter sur plusieurs pays du continent. Voilà, merci en tout cas pour cette précision. Moi, j'ai cofondé une start-up française pour justement dans le domaine de l'intelligence artificielle pour télésurveiller des seniors, des personnes âgées, pour prédire par exemple la déshydratation. Et j'espère qu'on va pouvoir bénéficier justement de ces avantages pour exporter et déployer nos solutions en Afrique pour justement nous aussi, en Tunisie, par exemple, on a un problème de vieillissement de la population et j'espère qu'on va pouvoir aussi bénéficier de ces actions. Voilà. Très bien. Donc, n'hésitez pas à vous Super. renseigner auprès de vos organes nationaux. Il y a toujours des solutions qui existent de ce type-là pour pouvoir se développer. Et puis, l'internationalisation aujourd'hui fait qu'on peut être une société française ou une société africaine ou une société tunisienne. C'est assez simple de regarder, de se développer à l'international à partir de la France aussi. Donc, n'hésitez pas à regarder ces aspects-là et à regarder ce que BPI fait. Maintenant, je vais passer à un autre axe qui est important aussi, c'est la partie adaptation du produit. Donc, chaque pays a ses spécificités, comme on l'a très bien dit. Si on a bien fait l'étude, on va comprendre, et notamment sur le social listening évoqué par Omar tout à l'heure, l'idée, c'est d'exporter intelligemment. C'est de ne pas forcément vendre le produit tel qu'il est. C'est pas parce qu'un produit a fonctionné en France, en Tunisie ou au Maroc qu'il fonctionnera de la même manière au Sénégal ou ailleurs. Donc,
chaque marché a ses codes culturels, notamment ses contraintes techniques, ses réalités réglementaires. À vous de faire attention vraiment à l'adaptation du produit vers le pays. Je vais me tourner vers Omar. Quels facteurs culturels, d'après vous, culturels, technologiques, comportementaux des utilisateurs ou des clients du pays en question, peuvent influencer le plus l'adaptation du produit? Comment anticiper ces différences entre notre marché local et le marché export qu'on vise pour éviter les erreurs, justement, ne pas se lancer et se confronter à un marché complètement différent? Très bien, Hicham. Merci pour la question. Alors, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'aspects hein, culturels, religieux, sociaux qui prennent en compte. Et donc, c'est super important, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà de se renseigner sur les coutumes, sur voilà, les habitudes de consommation, etc., à travers le social listening et peut-être la création d'une communauté qui permet d'échanger avec ses futurs utilisateurs. Et à travers ça, justement, on commence à comprendre un petit peu, dans cette première phase de compréhension du comportement et d'analyse, on commence à comprendre. Mais c'est pas la même chose que lorsqu'on vient s'installer et qu'on commence à essayer de vendre sa solution, faire adopter sa solution. Et donc, c'est ce qu'a dit, ce qui a dit, c'est ce qui a dit, pardon, c'est ce qui a été dit tout à l'heure par Monsieur Benhamida, c'est qu'il faut commencer, il faut pas arriver tout de suite avec une grosse stratégie marketing, une grosse stratégie d'implémentation. Il faut vraiment y aller petit à petit avec des bêta users, ou en tout cas ceux qui font partie justement qui vivent le plus cette frustration et que vous avez identifié au début, peut-être avec qui vous avez déjà communiqué, et de voir concrètement est-ce que nos hypothèses se confirment, est-ce que effectivement le produit était en train d'être perçu de manière positive. Et donc, parce que c'est facile aujourd'hui de faire le marketing d'un produit nouveau sur le marché qui arrive sur un marché. Mais c'est pas parce qu'on a fait une stratégie marketing efficace, innovante, et qu'on a nos premiers clients et nos premiers users que c'est bon. Dans une startup, c'est pas ça l'indicateur, l'acquisition d'utilisateurs, c'est pas le principal indicateur. Le principal indicateur, c'est le taux d'attrition, c'est-à-dire le churn. Est-ce que les gens restent, est-ce qu'ils continuent à consommer? Est-ce que c'est une fidélisation? Est-ce que c'est récurrent? Donc c'est ça qui est important. Et justement, le fait de commencer petit nous permet tout de suite de voir est-ce que une fois qu'on a fait notre marketing, ou on a fait connaître notre produit, comment comment le produit est utilisé? Parce que des fois, on pense qu'il va être utilisé pour faire telle tâche qu'on a identifiée, enfin, pour enlever telle frustration. Et en fait, des fois, l'usage, il peut être détourné justement parce que on n'a peut-être pas tout de suite vu l'usage premier de la solution. J'aime bien donner des exemples parce que ça permet de mieux comprendre un petit peu ce que je suis en train de dire. En fait, je donne l'exemple, par exemple, au Maroc. Donc, il y avait plusieurs applications qui sont arrivées de l'étranger pour voilà, faciliter un petit peu les livraisons, des choses comme ça. Il y a Glovo, je ne sais pas si en Tunisie il y a Glovo, mais en tout cas, Ouais. Glovo, voilà, il y a plein d'applications comme ça qui livrent des produits. Et ce qu'ils ont constaté, c'est qu'en fait, le comportement, le Marocain n'était pas encore suffisamment à l'aise pour mettre sa carte bancaire dans une application et payer par carte bancaire. Donc, ils ont remarqué que toutes ces entreprises qui venaient, c'était les coutumes, en tout cas le manque de confiance, fait que les gens préfèrent plutôt commander et payer en cash sur place lorsque la livraison est faite. Et donc, ils ont dû complètement changer leur système de paiement pour pouvoir pénétrer le marché marocain. Parce que s'ils ne l'avaient pas fait, bah, les gens n'auraient tout simplement pas utilisé cette application. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré. Ils ont commencé à cash on delivery et ça a pu marcher. Je peux donner aussi un autre exemple qui est intéressant, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire on a une belle startup qui s'appelle Sherry au Maroc qui permet
de livrer en moins de 24 heures les stocks pour l'approvisionnement pour les petites épiceries, ce qu'on appelle moul hanout chez nous. Donc, c'est un Mhm. marché qui était délaissé pendant longtemps et Shari a attaqué, a dressé ce marché-là. Et donc, eux, ce qu'ils voulaient, c'est la promesse, en tout cas, celle qu'ils voulaient vraiment, le problème qu'ils voulaient résoudre, c'était justement les personnes les moules pâtisseries qui perdaient du temps à aller sur les marchés de gros pour s'approvisionner, ils perdaient du temps à aller chercher la marchandise qui des fois n'arrivait pas ou parce que un distributeur a mis du temps, il a pas ramené le stock et tout ça. Donc, il a réglé ce problème-là. Mais en fait, il s'est rendu compte, en analysant justement, il s'est dit que ça va être la même chose, il va faire la même chose au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Mais en fait, au début, avant même d'exporter, il a dû adapter parce que il s'est rendu compte qu'en fait, Moul Hanout, le propriétaire d'épicerie, son principal problème, oui, il y avait ça, mais il y avait un autre souci, c'était les petits crédits qu'il faisait aux clients. Et donc, ce manque de trésorerie, ce manque de financement était quelque chose d'important. Donc, ce qu'a fait Chari, c'est qu'il s'est adossé pour proposer une petite solution fintech, justement, pour résoudre cette problématique-là. Et là, ça a résolu et ça a permis de se développer de manière beaucoup, beaucoup plus forte. Donc, même chose, quand il est parti à Chari, ben, il y avait déjà des solutions au Sénégal et en Côte d'Ivoire, en Afrique, les solutions de mobile money, de transfert d'argent et tout ça sont très présentes. Et donc, il a pu le faire et ça a été beaucoup plus efficace que juste régler le problème de l'approvisionnement. Donc voilà des exemples qui sont importants. Donc, pour résumer, le takeaway, c'est vraiment commencer petit. euh, Anticiper un usage détourné peut-être d'une solution et bien sûr, en fonction de ça, adapter aussi tous les éléments de langage. Par exemple, évidemment, au Maroc, on a le dialecte, la darija, qui est très importante culturellement. Mhm. Donc, ne pas hésiter à communiquer sur le produit, à interagir avec les clients en darija. Voilà, ce sont des choses, il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas trop prendre la parole. J'ai juste parlé de ces éléments-là qui m'ont paru importants. Et aussi, Très en bien. termes d'exemple, il y avait Chari et donc le Globo. Voilà. Très, très parlant. Donc, tester à petite échelle, voir le retour du marché et adapter son produit en fonction de ce retour-là. Si Mohamed, la partie réglementaire est importante aussi, c'est pareil. Est-ce que vous auriez des exemples concrets, justement, de quelques cas pratiques où la partie test réglementaire était super importante? Exactement. Je pense que justement, dans chaque pays cible, il faut vraiment vérifier la réglementation médicale, vérifier la réglementation de protection des données, le RGPD. Bien sûr, peut-être des fois, il faut partir de petits exemples justement il faut des fois, par exemple, tester. Moi, personnellement, par exemple, je démarre un POC avec un hôpital public en Tunisie pour mieux affronter, par exemple, la mise en place dans des hôpitaux publics africains, parce qu'il vaut mieux tester la solution sur place, voir un petit peu les aspects réglementaires, voir un petit peu la protection des données par rapport aux patients, par rapport aux médecins. Et lorsqu'on va dans un marché cible, on est bien outillé. Et il faut aussi maintenant s'appuyer, bien sûr, sur la collaboration institutionnelle avec le ministère de la Santé, mais aussi par rapport aux partenaires locaux. Donc, moi, par exemple, au Sénégal, à un moment donné, j'ai accompagné la mise en place d'une clinique à Dakar avec un groupe très important, un groupe qui est dans l'équipement médical. Et puis, je les ai accompagnés même pour lever les fonds. Et après, bien sûr, ils ont utilisé ces fonds justement pour faire de l'industrie de produits de dialyse. Et là, bien sûr, malheureusement, au lieu de démarrer un petit peu notre solution de télémédecine avec eux, avec la clinique, c'était un petit peu notre perspective. On s'est heurté à cette difficulté et pour un groupe très important, c'est pas, c'est une petite niche. Mais par contre, en Mauritanie, par exemple,
on a changé de stratégie. Là, on accompagne un médecin radiologue qui est basé en France, mais d'origine mauritanienne, qui fait sa clinique à Nouakchott. On l'accompagne justement pour la mise en place de cette clinique et justement pour mettre en place notre solution de télémédecine. Et bien sûr, le médecin, il a un feedback, bien sûr, sur le plan réglementaire. Déjà, il connaît la réglementation française en matière de RGPD. Il connaît bien sûr la réalité locale en Mauritanie. Et bien sûr, la mise en place va être plus rapide avec la Mauritanie que, par exemple, à Dakar. Donc, le choix des partenaires, c'est-à-dire des fois, il ne faut pas vraiment choisir un grand partenaire qui peut être justement pour lui, votre produit, voilà, votre solution n'est pas à son échelle, voilà, il voit que c'est une petite niche. Donc, des fois, le choix de bons partenaires est très important. Des fois, on peut trouver des médecins, par exemple, qui sont versés un petit peu dans les nouvelles technologies. Ils souhaitent vraiment apprendre, ils souhaitent développer. Donc cette motivation et cette connaissance aussi du terrain, de la réalité du terrain, nous aide énormément à mieux avancer sur nos projets. Voilà. Très bien, très clair. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Nora. Nora, d'après l'expérience terrain que vous avez avec BPI, avec les entreprises que vous accompagnez, quelles sont les erreurs de positionnement les plus fréquentes que vous voyez lors d'une entrée sur un marché africain? Comment un bon montage financier peut éventuellement aussi aider à anticiper ces erreurs-là et à les éviter peut-être? Totalement. C'est vrai que la partie anticipation de l'ensemble des frais que ça pourrait engendrer est très importante. On en discutait tout à l'heure avec l'assurance prospection, mais aussi tout ce qui est lié au change. Comme on a des marchés qui sont internationaux, on va avoir des devises qui vont fluctuer et donc savoir comment anticiper cette partie-là. Est-ce qu'on vend en devises euros? Est-ce qu'on vend en devises locales? Comment est-ce qu'on investit? Comment est-ce qu'on peut rapatrier les dividendes? Enfin, il y a tous ces aspects-là qui sont importants à prévoir. Donc, on a des assurances qui existent pour permettre aux entreprises de se fixer sur le taux de change du moment T auquel elles vendent pour que ça ne fluctue pas. Et si ça fluctue en fonction, BPI France permet de rembourser la différence de la perte liée au taux de change. Donc, il y a tous ces aspects-là qui permet déjà de minimiser, on va dire, les pertes qu'il pourrait avoir sur le fait qu'on adresse l'international. Ensuite, pour rebondir sur la partie juridique, nous, c'est la partie, en tout cas, sur laquelle on doit le plus accompagner les entreprises une fois qu'elles ont des connexions commerciales. Parce que certaines, peut-être, n'ont pas assez anticipé la partie douanière, peut-être certaines n'ont pas assez anticipé la partie juridique, s'il faut qu'elles fassent une filiale ou une succursale. Comment est-ce qu'elles peuvent bénéficier des références de leur maison mère, avec la nouvelle structure, qui va être, créée dans le pays cible de prospection? Donc il y a tout cet aspect-là, en fait, de devoir anticiper, des grands projets, notamment auprès de donneurs publics, donneurs d'ordre publics, qui vont aussi demander certaines certifications et les entreprises ne l'ont pas anticipé. Donc l'appel d'offres sort, mais elles n'ont pas assez de temps pour avoir la certification, donc elles passent à côté d'un marché intéressant. Et de même, si elles veulent s'adresser à des sous-traitants de donneurs d'ordre, il faut qu'elles aient aussi les certifications du grand donneur d'ordre public. Donc c'est vrai qu'on recommande aux entreprises de vraiment comprendre quels sont les critères sur lesquels elles seront attendues, de réussir à venir dans le pays cible avec les références de leur maison mère, donc de trouver la bonne structure juridique qui leur permette de bénéficier de ces références-là. Et on parlait aussi d'adaptation du projet. La R&D collaborative, nous, c'est quelque chose qui est important chez BPI France. On finance et on accompagne des projets de R&D collaborative entre la France et d'autres pays pour que ça puisse, des deux côtés, s'adapter à deux marchés qui sont différents, comme le mentionnait Omar, et sur la partie vraiment d'adapter la partie interculturelle et aussi Mohamed sur cette partie de se dire comment est-ce qu'on met en place une nouvelle solution sans qu'elle soit décalée du marché qu'on cible. Donc voilà, donc voir comment est-ce que ce soit la France ou le pays dans lequel on développe la solution, des projets de financement de R&D existent et même de pouvoir avoir des laboratoires qui travaillent ensemble entre deux pays pour adapter l'approche.
Très bien. Donc, réglementaire et juridique, les lois, les certifications et autres, le comportemental et le social, trouver le bon partenaire et puis faire attention à l'aspect financier, notamment réglementation de change ou risque financier relatif au marché sur lequel on est en train de se positionner. Maintenant, un point important aussi, c'est d'écouter le marché. Une fois qu'on a passé un peu cette première étape, le processus est continu en fait. C'est pas un acte ponctuel. Tester le marché, c'est pas forcément un acte ponctuel. Il faudra tout le temps écouter le marché, écouter les signaux que le marché va nous renvoyer ou nos clients potentiels sur lesquels on est en train de se positionner nous renvoient. Il y en a trop parfois d'informations. Omar, quels signaux peuvent montrer qu'une startup doit ajuster le produit, qu'elle n'est pas forcément sur le bon modèle commercial ou sur le bon modèle économique, ou quels sont les signaux qu'on devrait écouter sur le marché sur lequel on s'est positionné? Oui, alors pour répondre à ta question, j'ai un exemple très parlant. Ça, c'est l'époque quand Uber est rentré au Maroc. Il est venu avec une solution technologique, avec une application qui fonctionne super bien. Tu commandes un taxi, c'était nouveau en tout cas enfin, tu commandes un taxi, c'est justement, ça ne s'appelait pas taxi, tu commandes un chauffeur. Et il fallait, c'est comme l'exemple de Glovo tout à l'heure, pour que ça marche, ben, il fallait rentrer sa carte bancaire qui était obligatoire. Et donc, ils ont essayé que ça fonctionne. Et finalement, ils n'avaient pas beaucoup de clients. Et donc, ça, c'est un premier signal. Bon, malgré le marketing qu'ils ont fait, tout ça, ça n'a pas forcément. Bon, il y avait toujours une petite niche qui disait, moi, j'ai mon Uber et tout ça. Donc, les gens qui sont un peu plus socialement, des moyens et la confiance pour mettre leur carte bancaire. Mais la majorité de leur cible n'a pas fait ça. Et ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème qu'ils ont eu, c'est que culturellement, au Maroc, le taxi, le chauffeur de taxi, en fait, c'est pas forcément le propriétaire. Il y a ce qu'on appelle le grima, un agrément qui lui appartient à une autre personne et qui lui distribue justement les autorisations et permet à ces chauffeurs de taxi. Donc, c'est comme si c'est des chauffeurs de taxi loués chez eux. Et ben, quand Uber est arrivé, ben, justement, ben, ça a touché les intérêts financiers de ces personnes qui avaient des agréments et donc forcément aussi les chauffeurs de taxi. Et donc, il y a eu de gros soucis du syndicat, des syndicats des chauffeurs de taxi et des personnes qui avaient des agréments. Et ben, au final, ça a carrément, ils ont même fait presque une connivence avec les policiers parce que il n'y avait pas de loi, c'était nouveau. Ils ne savaient pas c'était quoi le statut de ces chauffeurs et donc ça a vraiment fait beaucoup de mauvaise publicité, de problèmes à Uber, ce qui fait qu'à un moment donné, ils ont carrément quitté le pays, contrairement à une autre application qui fait exactement la même chose, qui s'appelle Carim, qui plus tard, pour la petite histoire, a été rachetée par Uber. Eh ben, parce que justement, elle avait une approche startup beaucoup plus à l'écoute des signaux du marché. Et donc, quand ils ont vu justement ces problèmes-là, ils se sont dit, bon, déjà, première chose, le paiement avec la carte bancaire, on va faire comme les autres, on va faire le paiement en espèces. Ça, c'est la première chose qu'ils ont fait. Deuxième chose, c'est que au lieu de voir les taxis comme des concurrents, ils se sont dit, ben, pourquoi ne pas travailler avec les syndicats du taxi pour les intégrer dans ces applications-là. Et donc, ils ont ajouté une option réserver un taxi. Tu avais l'option réserver un chauffeur ou alors réserver un taxi. Bon, là, c'est pas tout à fait le même service parce que malheureusement, au Maroc, les chauffeurs de taxi ne sont pas aussi, ils ne voient pas l'expérience d'un client de la même manière que. Donc, il y avait un travail quand même aussi de sensibilisation, de formation de ces taxis, chose qu'ils ont faite. Donc tout ça, ça a permis de voir Karim comme vraiment une application qui respecte voilà, les utilisateurs, qui respecte le marché qui est en place, etc., pour ne pas Le aller code en de co. confrontation. Donc ça, c'était vraiment un exemple qui, pour moi, est pertinent dans le sens de l'écoute du marché et de l'adaptation à ça. Voilà, donc j'ai d'autres exemples, mais je ne veux pas non plus monopoliser la parole. Mais voilà, c'est Très comme ça bien. qu'il faut vraiment être très à l'écoute et adapter très rapidement euh, la solution aux coutumes et aux contraintes aussi juridiques des fois. Parce que c'est Très ça, la bien. Très startup, bien. souvent,
elle va venir disrupter un marché ou elle va apporter quelque chose de nouveau et elle va plus vite que les réformes juridiques. Et ben, la meilleure manière de le faire, c'est justement de ne pas créer des conflits qui justement pourraient se nourrir de ce manque de loi pour pouvoir vous faire des problèmes. Très bien, très clair. Nora, quels sont les leviers qui peuvent permettre à une entreprise, si les échos du marché ne sont pas forcément positifs, tels que attendus, quels sont les leviers sur lesquels on pourrait jouer pour permettre éventuellement de pivoter sans tout perdre, sans perdre l'investissement qu'on a fait? Est-ce qu'il y a des choses qui existent et qui peuvent aider un entrepreneur à mieux se retourner en cas de signaux négatifs du marché? Oui, bah, déjà, à proprement parler, sur les solutions de BPI France, on a des garanties qui existent qui permettent de garantir les fonds propres qui sont émis de la maison mère à la filiale jusqu'à 50%. C'est-à-dire que si une entreprise est amenée à fermer pour des raisons économiques, BPI France pourra rembourser jusqu'à 50% des fonds qui ont été émis de la maison mère à sa filiale. Dans d'autres cas, on peut aussi accompagner les entreprises à des mises en relation avec notre réseau de partenaires bancaires sur zone, notamment des partenaires bancaires comme Attijari Wafa Bank ou d'autres de banques assez influentes sur le marché africain pour voir comment est-ce que nos partenaires peuvent débloquer de nouvelles solutions de trésorerie pour réinvestir dans de nouveaux projets qui pourront eux-mêmes générer un potentiel nouveau chiffre d'affaires sur zone. Donc c'est vrai que c'est toujours l'enjeu quand on a une entreprise dont l'activité ne va pas forcément dans le sens qu'elle anticipait, de voir comment est-ce qu'on peut aussi être un appui pour mettre en relation avec d'autres potentiels, prospects et donc l'objectif, de voir comment est-ce qu'on peut les appuyer dans les mises en relation, qualifiées, pour qu'elles puissent placer, disons, leurs œufs dans plusieurs paniers et forcément on encourage, hein, de plus en plus ces entreprises à aller investir à l'international quand le marché domestique, est un petit peu plus, challengé parce qu'il peut y avoir de nouvelles opportunités à aller défricher, sur, d'autres zones. Donc ça va être vraiment l'enjeu de pouvoir garantir leur activité pour les encourager à investir et si elles voient, que l'activité, ça a pu arriver ces derniers temps, est en pause ou en berne, de voir comment est-ce qu'on peut les accompagner à découvrir, de nouveaux prospects. Très bien, parfait. Et encore une fois, j'insiste, n'hésitez pas à regarder localement. Typiquement, Omar, je crois qu'il y a Tamwilcom au Maroc qui aide aussi les PME à exporter. Il y a le CEPEX en Tunisie. Il y a beaucoup d'organismes comme ça locaux qui permettent un peu de jouer à un peu l'équivalent du rôle que joue BPI en France pour aider les entreprises locales, nationales à exporter, que ce soit vers le marché africain ou ailleurs d'ailleurs, mais avec un focus sur le marché africain parfois. Oui, je l'ai mis dans le chat, Hicham. Il y a aussi l'AMDE, donc l'Agence marocaine pour le développement et l'export. Je l'ai mis sur le chat pour ceux que ça Très bien, intéresse. Voilà, donc effectivement, avec parfait. plaisir. Parfait, très bien. OK, on va passer maintenant à la construction de la stratégie d'entrée sur le marché. En fait, choisir la bonne stratégie est clé pour réussir l'implantation. Une fois qu'on a fait un peu cette première étude, je vais peut-être passer la parole à Si Mohamed. Pour une exportation intelligente, quelle stratégie d'entrée peut fonctionner le mieux d'après vous? On a parlé de partenaires locaux, on a parlé de filiales, on a parlé de distribution directe. Comment vous voyez les choses selon votre cas à vous, par exemple, sur la partie e-santé ou sur la partie health tech en général? Quelles sont les stratégies qui vous semblent les mieux adaptées pour ceux qui nous écoutent? Exactement. Donc, bien sûr, ouais, idéalement, c'est de s'appuyer sur un partenaire local pour pénétrer un marché. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, moi, j'ai signé dans le cadre de Docteur.com avec une assurance internationale qui a 1 million d'adhérents en Afrique. Donc, ils ont bien sûr des correspondants dans chaque pays africain. Et malheureusement, on a été heurté aux problèmes réglementaires, c'est-à-dire l'assurance, pour elle, il faut que les médecins tunisiens ont le droit d'exercer la télémédecine en Tunisie pour qu'ils puissent faire des téléconsultations ou téléexpertises avec des patients africains. Donc, bien sûr, là, on s'est heurté à cette difficulté. Donc, justement, on a commencé un petit peu à attaquer le marché d'une manière plus directe avec des partenaires locaux, avec bien sûr, par exemple, des cliniques
J'ai cité l'exemple de la clinique mauritanienne en cours de construction, mais je donne aussi l'exemple, j'étais à la tête d'un groupe de cliniques, de 6 cliniques, et à un moment donné, avec une association Cœur et Enfants, on a fait une mission humanitaire justement en Mauritanie. On a ramené une douzaine de médecins avec 400 kilos de médicaments et de matériel pour faire 10 cœurs ouverts, 20 cœurs fermés, 200 consultations avec spécialisées pour les enfants. Et bien sûr, à travers la réussite de cette mission, toutes les interventions se sont bien passées. Il y a eu un transfert de savoir-faire aux médecins mauritaniens et tout de suite, la CNAM nous a invités à signer une convention avec la clinique. Et ça, c'est un petit peu des exemples. C'était une mission qu'on a faite avec l'hôpital Chirzé. Donc, des fois, il faut s'appuyer sur des partenaires locaux pour justement pour développer et pénétrer un marché. L'exemple d'un partenaire médecin, par exemple, qui est versé dans les nouvelles technologies, peut être un bon partenaire local pour justement pour la scalabilité d'une start-up dans le domaine de la e-santé, par exemple. Donc, voilà. Très bien, très bien. Alors, Omar, je sais que tu dois nous quitter dans pas longtemps. Je vais te poser une dernière question assez rapide sur l'importance dans ce choix stratégique de la technologie, notamment de l'IA. On parle beaucoup d'IA maintenant, on parle beaucoup d'implication de l'IA dans toute réflexion stratégique des différentes sociétés. Comment mieux comprendre le marché ou accélérer l'adoption du marché ou notre adoption du marché en utilisant des outils digitaux et notamment l'IA? Oui, merci Hicham pour la question. C'est vrai que l'IA a vraiment un potentiel très intéressant pour les startups et dans ce cas-là, en fait, l'IA permet en fait d'hyper-localiser l'expérience utilisateur, mais à moindre coût, hein. Euh, un exemple très simple, c'est l'IA générative aujourd'hui, elle peut complètement traduire et adapter le support client dans les dialectes locaux, donc que ce soit au Maroc, en Darija ou en Wolof au Sénégal. Donc ça, c'est quand même assez intéressant de comprendre justement, de leverager tous ces technologies-là pour vraiment parler le langage culturel des clients. Mais ça peut aussi être l'interfaçage vocal. Il y a aujourd'hui des IA extrêmement puissantes pour le service client, etc., qui permettent voilà, d'automatiser lorsqu'il y a des éléments voilà, d'assistance technique ou simplement de répondre à des questions. Ça permet d'écouter les questions et de faire ressortir des patterns et de pouvoir mieux communiquer ou mieux expliquer, trouver les solutions. D'ailleurs, pour la petite histoire, il ne faut pas hésiter lorsque justement une start-up s'implémente à l'étranger, de voir aussi bien, ça a été dit tout à l'heure, les partenaires critiques, mais aussi les petits partenaires, éventuellement les startups, qui ont des solutions des fois technologiques qui se basent sur l'IA pour faciliter l'adoption ou la relation client, etc. L'exemple qui me vient à l'esprit, et ça sera mon dernier exemple avant de vous laisser, c'est la startup marocaine qui s'appelle Toumai. Et donc, Toumai, c'est justement une startup qui permet de proposer aux entreprises une solution qui permet de répondre et de comprendre le langage, tous les langages de dialecte en Afrique et de pouvoir y répondre justement de manière beaucoup plus ciblée. Donc, une startup peut parfaitement aller chercher ou faire des partenariats avec d'autres startups pour pouvoir adapter sa solution ou pénétrer plus facilement justement ces nouveaux marchés. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire concernant l'IA. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui et ça finit pas de tout ce que peut faire l'IA, on n'arrête pas de voir chaque jour des nouvelles manières de faire les choses avec l'IA. Donc, il faut rester à l'écoute, il faut faire une petite veille sur les nouveaux outils. Et ça, c'est super important quand on est une startup et qu'on fait de l'innovation. On ne peut pas ne pas passer, on ne peut pas on peut pas passer à côté de solutions des fois qui sont super intéressantes gérées par l'IA.
qui nous facilite la vie, qui permet de réduire les coûts de manière significative. Voilà, voilà. En tout cas, c'était Parfait. un plaisir de faire ce panel avec vous. Nora, Mohamed, ravi d'avoir fait votre connaissance. J'espère que on aura l'occasion de collaborer ensemble sur d'autres sujets, d'autres programmes. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et Hicham, bonne continuation pour votre programme Merci. Expand Africa avec Merci, Connect Roman. Innov et ses partenaires. Voilà. Merci pour ta Un disponibilité et grand pour cette belle merci. intervention. Merci à vous. On arrive à la dernière ligne droite un peu de ce webinaire. Je vais vous demander peut-être quelques petites recommandations pour conclure, parce que concrètement, aujourd'hui, je suis porteur de projet, je suis intéressé par exporter, je suis intéressé par regarder le marché africain. Quelles recommandations, quels conseils pratiques en 2-3 mots pour conclure ce webinaire vous pouvez nous donner, nous qui sommes à l'écoute, Nora dans un premier temps et Mohamed dans un deuxième temps, si vous voulez bien. Déjà, oser l'international. C'est vrai que dans des moments où la structuration conjoncturelle varie énormément dans certains marchés domestiques, ça peut être un moyen de pouvoir avoir plusieurs axes d'investissement qui puissent sécuriser l'activité de votre entreprise. Donc, l'international peut être vraiment un pilier important pour parfois sauver l'activité d'une entreprise. Vraiment, n'hésitez pas à insister sur l'aspect innovant de vos solutions. On a des marchés qui sont mouvants et qui cherchent à avoir des solutions qui se différencient et elles seront vraiment encore plus importantes et ciblées par les acteurs. Et forcément, en tant que représentante d'une institution financière, sécuriser et vous renseigner sur les solutions, que ce soit dans le pays où vous êtes ou le pays que vous ciblez pour de la prospection, savoir quels sont les programmes d'accompagnement, les programmes de financement pour vraiment avoir un matelas de sécurité pour initier votre activité. Parfait, très bien. Merci beaucoup, Nora. Si Mohamed. Merci beaucoup. Donc, moi, je pense il faut s'appuyer sur son réseau de confiance. Parce que pour pénétrer un nouveau marché en Afrique, il faut vraiment avoir confiance en nos partenaires. Et des fois, il faut s'appuyer sur son réseau de networking. Moi, personnellement, je prends l'exemple, je suis vice-président de la société savante, Société de télémédecine et santé, et je préside le pôle télémédecine et santé à l'UTICA. Donc, bien sûr, je fais appel à mon réseau international africain. J'invite, par exemple, mes partenaires pour améliorer la réglementation dans un pays cible. J'invite, par exemple, la personne concernée. On a un forum, par exemple, qui se fait à Hammamet tous les ans. On invite et comme ça, il voit un petit peu l'évolution des choses et il voit notre savoir-faire. Et c'est comme ça pour le mettre en confiance. Et lui, il devient un ambassadeur de notre solution dans son pays et bien sûr il peut bien sûr nous éviter bien sûr tous les retards et nous appuyer sur place. Donc je pense que effectivement il faut travailler avec son réseau et avoir des partenaires de confiance pour aller plus vite, plus rapidement et plus sûrement. Voilà. Merci. Très bien. Merci beaucoup. On va peut-être juste ouvrir quelques questions, la possibilité aux personnes qui nous écoutent pour poser une ou des questions avant qu'on clôture le webinaire. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à lever la main si vous avez une question. Est-ce que vous avez des questions pour nos deux panélistes qui restent? Malheureusement, Omar a dû nous quitter rapidement parce qu'il avait un autre engagement. Non, pas de questions? Très bien, parfait. Je remercie les panélistes, Omar aussi qui est parti, mais Omar, Nora et Si Mohamed pour leur disponibilité et leur engagement. Je remercie tous ceux qui étaient présents pour nous écouter aujourd'hui dans ce deuxième épisode de la deuxième saison des webinaires Les mercredis de l'export de Expand Africa. Et je vous invite à suivre nos pages sur les réseaux sociaux pour voir les autres activités qu'on a, les autres événements qu'on organise dans le cadre de ce programme-là. Merci à tous. Bonne journée et au plaisir de... Pardon, c'est Mohamed? Merci pour Connect Innov, merci à vous parce que des programmes comme le vôtre, Expand Africa,
qui est un programme très intéressant qui nous a accompagnés, en tout cas, aussi bien sur le marché africain, mais aussi pour s'installer en France, à Marseille. Donc, je garde une excellente expérience de notre partenariat et je pense justement il faut s'appuyer sur des partenaires, des programmes spécialisés qui sont de confiance pour justement faire évoluer et exporter mieux sur les pays africains. Merci. Merci beaucoup, Cheikh Mohamed. Merci pour Aïchek. À très bientôt. Bon courage. Un très grand merci pour l'organisation. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.